Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dévoiler les dessous de vrais processus de création. Nous allons partir de démarches d'artistes célèbres, tels que des peintres, des designers ou des écrivains, et analyser leur processus de création au travers de 8 dimensions clés. Ces 8 dimensions ne sont pas une liste exhaustive ou des étapes obligatoires, elles sont là pour vous inspirer et vous permettre de vous donner des idées pour vos processus créatifs. Remontons le fil des processus créatifs et plongeons-nous dans 8 dimensions qui ont permis la réalisation d'œuvres célèbres. La première dimension, c'est la capacité à remarquer les événements spontanés. Dans l'imaginaire collectif, la bonne idée tombe du ciel sans qu'on s'y attende. On retrouve en effet dans certains processus de création l'apparition d'un événement spontané qui va être le point de départ de toute une démarche de création. Par exemple, dans l'œuvre Aller et venue de Jean Dubuffet, son point de départ, c'est une conversation téléphonique qui s'éternise. L'artiste va griffonner machinalement des formes dans son carnet avec ses stylos à billes. Après avoir raccroché, il regarde son croquis et devient complètement fasciné par ces traits noirs et rouges qu'il vient de réaliser. Ce moment, c'est le point de départ d'un long processus de création, puisque Jean Dubuffet va réaliser toute une série d'œuvres à partir de cet événement qui peut paraître banal. Alors n'hésitez pas à observer vos créations spontanées que vous faites sans même y penser. Lorsqu'il s'agit de savoir saisir un élément inattendu, une autre histoire m'a beaucoup marqué, c'est le palais du facteur Cheval. On est en 1879, le facteur Cheval, alors âgé de 43 ans, bute sur une pierre lors de sa tournée. Cet accident, qui est complètement anodin, va réveiller un rêve enfoui en lui, l'envie de construire et l'envie de créer. De façon complètement autodidacte, il va ensuite consacrer 33 années de sa vie à bâtir seul le palais de ses rêves dans son potager. Le spontané peut surgir directement sous forme créative comme avec Dubuffet ou sous forme d'une prise de conscience comme avec le facteur Cheval. Le spontané peut aussi surgir d'une erreur. Et là, un exemple célèbre qui illustre très bien cette dimension, c'est la légende de la tarte tatin. Pour rappeler la petite histoire, c'est deux sœurs qui possédaient un hôtel-restaurant qui ont oublié de mettre la pâte en réalisant une tarte aux pommes et qui l'auraient ajoutée par-dessus au cours de la cuisson. Et elles auraient alors inventé accidentellement la tarte tatin. Dans toutes ces histoires, ce qui a permis de transformer un élément banal en un projet est qu'ils ont su voir et écouter le potentiel derrière ce qui se passait. Dans le prolongement de la dimension spontanée, donc qui n'est pas contrôlée, on trouve de nombreux processus qui, à l'inverse, jouent volontairement sur l'aléatoire. La première œuvre occidentale qui revendique ouvertement le hasard, c'est les 3 stoppages étalons de Marcel Duchamp. Cette œuvre, c'est comme une expérience pour essayer d'emprisonner et de conserver les formes obtenues par hasard. Elle a été effectuée en laissant tomber à partir d'une hauteur d'environ 1 mètre 3 fils avec un pinceau. D'autres artistes ont joué avec l'aléatoire, comme les surréalistes qui ont inventé le cadavre exquis vers 1925. Ce jeu consiste à commencer une phrase ou un dessin et le laisser se faire compléter par les autres personnes qui, elles, ne voient pas la réalisation précédente. L'inconscient collectif devient alors l'élément moteur, l'élément central d'une création non maîtrisée. Comme on vient de le voir, laisser une partie de sa création aux mains de l'aléatoire peut être un parti pris fort. Par contre, même dans ces deux exemples, l'utilisation de l'aléatoire demande du temps pour poser le cadre d'utilisation et pour avoir des idées. Cela nous amène à la 3e dimension, les rituels. Dire que pour être un artiste, il suffit d'un coup de génie, c'est faux. Il faut aussi beaucoup de travail et de persévérance pour arriver à mener jusqu'au bout ces projets créatifs. Les artistes trouvent leurs propres rituels et leurs propres astuces pour se mettre dans un état d'esprit qui leur permettra d'exprimer le meilleur de leur créativité. Certains artistes ont des routines pas très recommandables, comme Van Gogh qui buvait de l'absinthe, Beethoven qui se mettait au milieu de son appartement pour se verser un seau d'eau froide sur la tête lorsque, par exemple, il n'arrivait plus à créer après une laborieuse séance de composition. Certains artistes, quant à eux, ont des astuces plus simples à mettre en œuvre. Steven Spielberg a affirmé avoir eu la majorité de ses meilleures idées en conduisant sur l'autoroute. Albert Einstein disait quant à lui avoir ses meilleures idées sous la douche. Identifier et cultiver des astuces plus ou moins saines ont permis à de nombreux artistes de favoriser l'apparition de l'inspiration. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle des routines créatives autour du livre Comme par magie. Parvenir à se motiver et faire preuve d'autodiscipline, c'est un facteur important dans le succès de nombreux artistes.
L'important n'est pas de se chercher des excuses, mais bien de parvenir à trouver des solutions pour réaliser ses projets. Monet est réputé pour être un bourreau de travail. Il peint souvent dehors, par tous les temps, ni le froid ni la tempête ne l'empêchent de sortir. Il se couvre avec plusieurs couches de manteau, et les conditions sont parfois si terribles qu'il a les doigts qui se couvrent d'engelures, il met de la graisse, remet ses gants et continue à peindre. On a du mal à s'imaginer tout le temps qu'il a fallu pour réaliser certaines toiles, ni tous les échecs que les artistes ont dû surmonter. Monet n'hésitait pas à déchirer, brûler, détruire ses toiles lorsqu'elles ne lui convenaient pas et se remettait ensuite au travail en repartant de zéro. Parvenir à rester motivé pour arriver à avancer, quelles que soient les difficultés, c'est une qualité de nombreux grands artistes. Justement, Monet nous permet de faire la transition vers la 5e dimension, la capacité d'observation. Monet parvient dans de nombreuses de ses toiles à associer avec brio l'observation et l'imagination. Je vous renvoie à ma vidéo sur le Paris d'Haussmann où je parle du travail de Monet sur la gare Saint-Lazare. Dans le même esprit, Yves Saint-Laurent disait « Mon inspiration a toujours été appuyée sur la réalité quotidienne. J'ai toujours été fidèle à mon temps et mon époque. » C'était important pour lui de chercher à comprendre les femmes et les hommes, et cette curiosité nourrit son intuition et son imagination. Sa muse, c'était donc la réalité quotidienne. Il essayait de percevoir le sens de son époque. Et finalement, ses collections sont un moyen d'exprimer sa vision du monde. Lorsque l'on est capable d'observer finement le monde, notre force créative est décuplée. Un temps d'observation peut intervenir à n'importe quel moment du processus de création. Il permet de prendre un pas de recul, à la fois sur sa vie, sur sa réalisation et sur le monde. La 6e dimension, c'est la capacité de rebond. Et pour l'illustrer, je vais rester dans le domaine du sur-mesure et de la mesure. Un certain James Chesterman dépose un brevet qui rend l'acier plus résistant pour réaliser un mètre ruban. C'était bien vu, car l'acier plat à cette époque était très utilisé pour les jupes à crinoline. Mais la mode change, et cette innovation permet à l'entreprise d'éviter la faillite en transformant son produit. Pour rester dans le domaine de l'entreprise, l'histoire du post-it est célèbre. Alors qu'un chercheur travaillait sur un projet de colle extra forte, il mit au point une colle qui ne collait pas. Quelques années plus tard, un autre chercheur de la même entreprise chantait dans une chorale et était frustré des marque-pages qui ne tiennent pas dans son livre de chant. Il se remémora la colle qui ne collait pas et l'utilisa pour créer le post-it. C'est donc un bel exemple de rebond, et ici de rebond collectif. Faites votre possible pour développer votre capacité à rebondir. On ne peut pas créer sans expérimenter. Personne ne réussit tout du premier coup. Les échecs sont inévitables et bénéfiques. J'aime beaucoup une citation d'Henry Ford qui disait « Échouer, c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente ». Notre 7e dimension, présente dans de nombreux processus créatifs, est la contrainte. Le poète Thomas Eliot disait « Forcé à fonctionner dans un cadre strict, l'imagination tourne à plein régime et produit ainsi les idées les plus riches. Sans aucune contrainte, le travail risque de s'éparpiller. La contrainte peut être tout à fait choisie, comme dans le roman La disparition de Georges Perec, où l'auteur a volontairement choisi de ne pas utiliser une seule fois la lettre la plus utilisée dans la langue française, la lettre E. Parfois, les contraintes sont imposées par un élément extérieur. Les chips ont par exemple été créés par George Crumb, un cuisinier travaillant dans un restaurant à New York en 1853. Ce jour-là, le cuisinier doit tout faire pour satisfaire un client particulièrement exigeant qui retourne ses frites en cuisine à plusieurs reprises en ne les jugeant pas assez fines. Agacé, le cuisinier décide de couper les pommes de terre en très fines lamelles et les plonge quelques minutes dans la friture. Le client a adoré et le succès fut tellement grand qu'il décida de mettre cette recette à la carte du restaurant. Jouer avec les contraintes existantes ou s'en inventer est un très bon moyen de stimuler sa créativité. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur un de mes processus de création où je vous parle justement de cette technique. La 8e dimension est l'arrêt. Vous le savez, savoir s'arrêter et dire qu'un processus créatif est terminé, c'est pas la partie la plus simple. Justement, un artiste a décidé de ne pas s'arrêter. Il s'agit de Pierre Bonnard, un artiste français qui avait une habitude étonnante. Une fois que ses toiles étaient achetées par des particuliers ou exposées dans des musées, il n'hésitait pas à venir les retoucher pinceau en main. Cette surprenante habitude a donné naissance à l'expression « bonnardiser » qui signifie retoucher une œuvre après l'avoir terminée. La frontière entre le projet en cours et le projet fini est parfois difficile à saisir. Les designers du studio Drogue Design ont eux décidé de ne pas marquer la séparation entre le créateur et le client.
L'idée de leur projet Do It Share est de laisser à l'utilisateur la liberté de détruire un bloc en acier à l'aide d'un marteau pour le transformer en chaise ou en œuvre d'art. Le rôle entre le designer et l'utilisateur devient alors plus confus. Questionner la fin d'un processus créatif, c'est une étape clé pour pouvoir s'arrêter au bon moment et permettre sa diffusion. Cette étape finale est singulière et il y a plein de façons de la traiter. C'est à chaque créateur de trouver celle qui convient pour chaque projet. Nous avons parcouru ensemble 8 dimensions clés des processus de création. Je vous les ai illustrées au travers d'exemples concrets. Ces 8 dimensions, ce n'est pas une liste exhaustive ni des étapes obligatoires, elles sont là pour vous inspirer, pour vous guider dans la réalisation de vos projets. Et vous, quelle est votre astuce secrète pour mener à bien un processus de création ? Si vous souhaitez télécharger gratuitement le visuel de synthèse de cette vidéo au format PDF, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de mon site internet dans la description de cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la prochaine vidéo que je partagerai comme d'habitude samedi prochain. D'ici là, n'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration. À très vite!